Stéphane est connecté, Philippe, ou pas là? Ben, moi, je vous entends. Super, voilà, ça y est. Bonjour Stéphane, très bien. C'est bien. Oui. Par contre, je vous vois trouble. On va commencer dans 2 minutes. Je vois qu'il y a une note là. Alors, en fait, il faut qu'on coupe nos micros hein, quand on parle pas. Hein. Oui, absolument. Je voulais terminer par les consignes et tu peux commencer par ça, ouais. Voilà. J'attends 1 minute et je commence. Je pense que les gens commencent à se connecter, nous entendent déjà. On est tous les participants là, non? Il en manque? Oui. On va commencer dans 15 secondes. C'est pire que le journal télévisé. Là. Eh oui, mais sauf que, contrairement au journal télévisé, tout le monde entend ce qu'on dit. Ah, d'accord. Bon, allez. Bon, je vais souhaiter tout d'abord la bienvenue à tous à ce premier webinaire de post-Covid du labérage de la SLOG. Nous avons choisi avec l'équipe du labérage de partager de façon qualitative et privilégiée le témoignage de 3 équipes qui ont fait la différence pendant cette période de crise. En effet, les équipes supply chain ont été deuxième ligne sur cette crise sanitaire, après les soignants en première ligne. Il nous a semblé intéressant de partager ce qui s'était passé au cœur des équipes. Donc, je suis Philippe Reynaud, membre du COMEX de la SLOG et en charge du LabRH. Et je voudrais partager dans cette introduction trois points. D'une part, 2 actualités du LabRH. Ensuite, vous présenter les intervenants de cette session et puis quelques consignes modalités pratiques. Donc, 2 actualités du LabRH, ce sont 2 parutions qui vont venir prochainement. Tout d'abord, la publication le 25 juin du panorama des ressources humaines en supply chain. C'est un panorama qui a été réalisé avant le Covid-19. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces conclusions sont d'autant plus vraies après le Covid-19 et que les équipes supply chain se soient particulièrement illustrées. Et les échos exécutives se feront le relais en avant-première de cette étude la semaine prochaine, ce qui positionne la supply chain au bon niveau, c'est-à-dire au niveau des dirigeants de nos entreprises. Et puis la deuxième publication à venir, début juillet, ce sera le premier guide des formations supérieures supply chain en France by ASLOG, qui est un superbe travail de synthèse réalisé par Xavier Deric, qui a passé au crible près de 105 formations de Master 2 et plus. Et l'idée, en fait, c'est de fournir aux étudiants un document de référence pour mieux choisir leur formation et également aux entreprises de mieux connaître les formations pour savoir où recruter et avec quelle formation développer des partenariats, parce qu'on croit beaucoup à la SLOG, à ce type d'association entre formation et entreprise. Voilà, j'en ai passé pour cette partie nouvelle du LabRH, mais qui, je pense, seront intéressantes pour tous. Je voudrais maintenant présenter les intervenants de cette session. Donc, nous avons choisi 3 équipes pour témoigner aujourd'hui. La première équipe, c'est l'équipe de Louis Vuitton, qui va partager comment ils se sont mobilisés sans interruption pendant la période, avec Stéphane Fallon, directeur logistique de Louis Vuitton, et Didier Renard, responsable de l'entrepôt Europe de Louis Vuitton. Ensuite, nous aurons le témoignage d'un duo client-fournisseur qui est d'ailleurs allé au-delà de la relation client-fournisseur, qui a également vécu une véritable aventure humaine. Donc, avec Vincent Dereberg, directeur de la plateforme de FM Logistique de Crépy-en-Valois. Crépy-en-Valois qui était au cœur du cluster, du premier cluster du début de la maladie en France. Et puis, Pierre de Saint-Victor, chez Reckitt, particulièrement directeur supply, service, hygiène, home pour la région France et Benelux, qui interviendront. Et enfin, Alexandre Berger du groupe La Poste nous expliquera comment La Poste a développé de nouveaux services pour les citoyens, livraison de repas,
de courses, de médicaments à domicile, en mobilisant les équipes dans cette situation tout à fait inédite et exceptionnelle. Voilà. Pour les modalités pratiques de cette séance, vous pouvez utiliser la de chat qui est à côté de votre écran pour remonter tous vos commentaires et toutes vos questions que j'utiliserai en fait en fin de session pour animer une discussion de 10 minutes de questions-réponses. Et les trois intervenants, enfin les trois interventions prendront à peu près 15 minutes chacune de témoignages et on prendra les questions à la fin. Voilà. Donc sans plus tarder, je passe le micro et la caméra à Stéphane Fallon de l'équipe Louis Vuitton pour ce premier témoignage. Stéphane, la place est à toi. On t'entend pas, Stéphane. Ah, Stéphane, c'est le micro. C'est bon. Donc nous avons travaillé avec à peu près 300 personnes durant cette crise sur 3 entrepôts que nous avons en région parisienne. Bon, je ne vais pas prendre du temps pour vous décrire notre organisation puisque c'est pas le but aujourd'hui. On va se partager les 15 minutes avec Didier. Didier qui est responsable de l'entrepôt Europe, qui a continué à alimenter le e-commerce et les magasins qui restaient ouverts pendant cette période, et qui prendra la partie management, puisque une des composantes importantes du fait qu'on ait pu continuer à travailler, c'est bien sûr la relation managériale. Et ce qu'ont fait les équipes, notamment Didier, qui était là tous les matins. Donc, ouais, je précise avant en fait, bon, ce qui compte là, c'est d'échanger ce qu'on a pu mettre en place, ce qu'on a pu faire, et ce qui était intéressant et peut-être qui nous servirait pour une prochaine fois. Mais quand même, il y a deux choses qui nous ont aidés avant, sur lesquelles on a pu nous reposer. D'abord, un bon climat social qui existe chez nous bien avant la crise, et une relation hiérarchique où règne la confiance. Alors, relation hiérarchique, c'est-à-dire relation tout au long de la chaîne hiérarchique, des opérateurs vis-à-vis des chefs d'équipe, des managers vis-à-vis des responsables d'entrepôt, des responsables d'entrepôt vis-à-vis de moi, et de moi vis-à-vis de mon patron, directeur supply chain. Parce que dans des moments comme ça où il y a des décisions à prendre, eh bien, quand on a cette confiance, c'est à mon avis l'élément le plus déterminant. Alors là, on ne l'a pas avant, mais bon, c'est bon de le signaler parce que c'est autant de choses que l'on doit travailler, à mon avis, entre guillemets, en temps de paix, quand tout va bien, et qui servent à ces moments-là. Alors, moi, j'ai réuni mon équipe pour leur parler de ce webinaire, et en leur disant ben, qu'est-ce que vous pensez que je devrais dire, comment prendre les choses, comment s'expliquer en 5-10 minutes. Alors, en fait, j'aurais demandé quels sont les 2-3 mots qui pourraient qui qualifieraient mieux, qui décriraient mieux notre action. Alors, ils m'ont dit confiance, tous, anticipation, et puis action. Alors, l'anticipation, c'est-à-dire qu'on a agi tout de suite, on a agi dès le 24 janvier, le 24 février, pardon. Alors, moi, je trouve que les gens qui trouvent qu'on a anticipé et qui nous le font remarquer aujourd'hui sont sympas avec nous, sont presque trop gentils, parce que j'ai vraiment pas, finalement, je pense qu'on n'a pas vraiment un grand mérite dans ce domaine-là. C'est plutôt ceux qui ne l'ont pas fait qui, à mon avis, doivent s'interroger. J'entends aujourd'hui des gens dire « Oh là là, on a été surpris le 16 mars, on n'avait jamais vu ça, tout s'est arrêté, on n'imaginait pas ça. » Ça, je ne comprends pas parce que tout le monde savait depuis une semaine qu'on serait confiné. Et le premier mort en France, qui a marqué le fait qu'on suive l'Italie à 10 jours d'intervalle, c'était quelqu'un de Crépy-en-Valois, c'était un mois avant le 16 mars. Il s'est juste passé un mois avant le 16 mars où la crise
a commencé à naître et où, pour qui regardait 5 minutes la télé le soir, par jour, pouvait quand même à peu près prévoir ce qui risquait de se passer. Donc, je pense que oui, alors effectivement, on a anticipé par rapport à d'autres, mais je pense que ce critère, j'ai pas l'impression qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, justement, donc, dans cette anticipation, qu'est-ce qu'on a fait? Si je retiens les choses les plus importantes, on a créé une cellule de crise, bon, comme tout le monde, sauf que nous, on y a mis des gens que tout le monde connaissait. C'est-à-dire, c'est pas des grands chefs. C'est-à-dire que j'étais pas entouré que de 2 personnes. J'étais entouré de 15 personnes. Tous les matins, on se réunissait à 15 personnes. C'est-à-dire que toutes les personnes des entrepôts connaissaient, avaient un N-, un N+2 dans cette cellule de crise, qu'on soit secrétaire ou qu'on soit magasinier. Et une chose à signaler, selon nous, dans le succès, c'est que la cellule de crise a toujours été respectée. C'est-à-dire quand on disait on a pris telle ou telle décision, les gens ne discutaient pas. Et on s'apercevait, pour ceux qui ont un peu suivi dans les médias, enfin, la réaction des Français par rapport à leur gouvernants, c'est que en fait, les mesures étaient facilement discutées. Et c'était, selon nous, le fait que ça ne soit pas le cas chez nous, quelque chose qui nous a beaucoup aidé. L'information. Ben, l'information, dès le premier cluster, qui était quand même le week-end, le troisième week-end de février, donc le week-end qui a suivi le 14, eh bien, on s'est réparti les émissions à la télé sur ces 15 personnes. Voilà, donc on regardait chacun, on se répartissait la veille, et on avait créé un groupe WhatsApp pour échanger pendant les émissions, et le lendemain, on débriefait ce qu'on avait entendu. Alors, moi, ça ne m'a pas amusé du tout de regarder BFM pendant cette période-là. Ça a même été un calvaire souvent. Mais je pense que pour gérer une crise, il faut être informé. Dire ben non, moi je ne veux pas savoir, etc., c'est bien quand on n'est pas aux responsabilités, mais il fallait en savoir au moins autant que les gens que l'on dirige. Après, toujours donc ça voilà pour l'anticipation. La confiance. Dans une période de crise, finalement, qu'on soit ouvrier, qu'on soit cadre dirigeant, on la ressent de la même manière, on a peur pour ses proches, etc. Donc, on a décidé de changer notre management. C'est Didier qui va traiter cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a modifié l'accès et la manière de s'adresser aux gens. Parce que dans une période de crise, en fait, les gens ont besoin d'être rassurés, les gens ont besoin de parler presque de leur vie perso, ce qu'on ne fait jamais dans le travail. Et paradoxalement, ils ont besoin d'un chef. Le cinéma américain a très bien imagé ça dans les films des années 60. Voilà, le chef, il n'est pas super malin, mais il est toujours rassurant pour ses hommes et il est courageux. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Il y en a qui ont pas eu besoin de se forcer, ce n'était pas un rôle de composition, mais pour toujours être rassurant. Et je terminerai, puisque je suis déjà à 7 minutes, par les actions. Action, anticipation. Dès le week-end, enfin dès le 24, on a fait des choses concrètes. C'est-à-dire que souvent dans nos boulots, on discute, on pèse le pour, le contre, et puis et les autres, est-ce qu'ils font pareil? Et puis non, là on a agi. Donc par exemple, on était les premiers à acheter du gel, donc on n'a jamais manqué de gel. On a été les premiers dans le coin de Cergy à acheter des protections. Donc on avait tout ce qu'il fallait et on a mis ça à disposition des personnes qui travaillent pour nous dès les premiers jours de mars. Ce qui fait qu'ils avaient dans leur environnement, au travail, plus de sécurité que les préconisations qui étaient données dans les médias et que ce qu'ils avaient même parfois dans leur propre vie. Donc voilà comment, si je dégage en dehors de la partie management qui va être traitée par Didier, mais si je dégage les quelques points importants qui nous semblent avoir fait la différence en ce qui nous concerne, nous avoir aidés, voilà ce que je pourrais vous dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Didier, tu compléteras. Ok, pas de souci.
Je prends la parole. J'ai la voix cassée, hein, je suis un peu désolé. J'ai essayé de bien articuler pour que vous m'entendiez. Pour reprendre ce que disait Stéphane, je lisais en début de semaine un article dans Supply Chain Magazine. C'est le directeur des opérations France ID Logistique qui disait que, vu qu'ils sont en pleine transformation, ils ont réussi tout ça parce qu'ils ont vraiment insisté sur la qualité du dialogue social et ça les a aidés à modifier ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et ben, chez nous, c'est un peu pareil. C'est que quand on parle de management, ce que je vais vous dire, pour certains, ça va peut-être être la palisse, mais je pense que c'est quelque chose de très important. Moi, je vais vous expliquer comment ça a marché, mais pas pourquoi ça a marché. Je vais vous parler de management. Effectivement, je pense que c'est une des clés de la réussite de ce qu'on a fait aujourd'hui pendant cette activité du Covid qui n'a pas été simple. Les résultats, effectivement, qu'on a obtenus, c'est tout sauf un hasard. C'est un travail de fond qu'on a commencé déjà depuis de longues années chez Louis Vuitton. Comme l'a dit Stéphane, et ça c'est important, c'est qu'on base énormément notre management sur la qualité du climat social. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir effectivement un bon climat social? C'est qu'avant tout, on a une emprise managériale. Je pense que certains d'entre vous seraient même tentés de dire, oui, mais chez Louis Vuitton, c'est peut-être plus facile parce qu'on est chez Vuitton et qu'ils sont peut-être gentils avec les gens. Détrompez-vous. C'est gentil déjà, c'est pas un métier. Et on est très exigeant, effectivement, avec nos équipes. Et on est vraiment sur le registre bon du premier coup. Pour nous, ce qui est important dans tout ça, c'est l'attendu et le résultat au quotidien. Moi, j'entends trop souvent, effectivement, des beaux discours sur le management, du climat social, et la façon dont les entreprises managent leurs équipes. Et souvent, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a des gros écarts. Et nous, effectivement, on n'a jamais fait de pub autour de ça, mais l'effet concret, ça se concrétise parce qu'on a mis en place, comme l'a dit Stéphane, ça n'a vraiment pas été difficile. On n'a pas de gloire à tirer, effectivement, sur la mise en place. Ce qui a été plus difficile, par contre, c'est sur l'accompagnement. Et c'est là que quand on a de l'emprise managériale, quand on a une qualité de manager, comme nous, on essaye d'avoir aujourd'hui dans nos recrutements, parce qu'il ne faut pas oublier nos chefs d'équipe, hein, ça a été vraiment des relais très importants. Ils ont été là tout le temps, comme nos équipes, et ils se posaient exactement les mêmes questions. Moi, typiquement, dans mon rôle de manager aujourd'hui, je ne passe pas 50% de mon temps à remplir des tableaux de bord avec des KPIs, avec des choses comme ça. Moi, je passe 50% de mon temps au quotidien à faire du management avec mes chefs d'équipe, avec les hommes et les femmes qui composent nos équipes. Voilà. Et tout ce qu'on fait, on va essayer de donner du sens à nos équipes. On explique toujours pourquoi, comment on le fait. Et les décisions qu'on a prises, elles sont toujours prises en commun. Généralement, Stéphane s'entoure toujours de ces ces trois patrons d'entrepôt quand on a des décisions importantes à prendre, et on vient cascader après avec nos chefs d'équipe. Voilà, ça c'est pour expliquer la confiance. Donc, vu qu'on avait la confiance de nos équipes, ça a été assez facile, effectivement. Ce qu'on a fait, on a sanctuarisé notre entrepôt très tôt. C'est Stéphane qui avait eu l'idée. Donc, vu que nous, on travaille 7 jours sur 7, de 6h à minuit, on a mis en place des horaires pour éviter que des équipes se chevauchent. Plus, comme disait Stéphane, on a eu des masques, on a eu du gel, voilà, assez tôt, donc on a pu mettre ça en place. Donc les gens sont venus travailler avec confiance. Ce qu'il a fallu qu'on gère tout de suite, qu'on n'avait pas vu, c'est qu'effectivement, on a eu dans nos équipes des gens qui avaient des crises d'angoisse, des gens qui disaient « Ah oui, mais vous nous dites de venir travailler, mais on n'est pas essentiel pour la nation. Vous nous dites de venir, mais moi, si j'attrape le Covid, je vais contaminer toutes les personnes chez moi qui sont confinées. » Et du coup, ce qu'on a fait, là, on a vraiment changé. On s'est adapté, on a changé notre management, parce que d'habitude, ce n'est pas ce qu'on fait. Et bien, ces gens-là, on les a vus. Et au lieu d'avoir des discours un peu durs, et ben, on leur a dit « Ok, on comprend très bien, vous avez peur, vous ne comprenez pas pourquoi il faut venir. Et ben, nous, ce qu'on vous conseille, parce qu'on ne fait jamais ça, et ben, restez chez vous, restez à la maison, mettez-vous en arrêt de travail. » Voilà. Et une fois qu'on a eu géré ça dans nos équipes, et ben, après, les gens qui étaient là, effectivement, ça a été beaucoup plus simple de les accompagner au quotidien.
Alors bien sûr, il y avait toujours les questionnements sur beaucoup de sujets, mais le management a passé beaucoup de temps effectivement à écouter et à accompagner et rassurer les gens. Une autre chose aussi qui a été importante dans la réussite, c'est qu'effectivement, on n'a pas la langue de bois chez nous. Hein. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on dit la vérité à nos équipes au quotidien. Et effectivement, on leur a dit que entre ce qu'on pouvait voir, rester chez vous, rester confiné, et puis des fois, on entendait le ministre du Travail qui disait qu'il fallait venir bosser, bah, que les deux étaient compatibles. Hein. On peut venir travailler et rester confiné chez soi, pas faire n'importe quoi une fois qu'on avait quitté l'entreprise. Et puis nous, on leur a dit aussi, en disant la vérité, bah, qu'on était essentiel pour l'entreprise, puisqu'à un moment, on a été les seuls à travailler pour sauver une partie du chiffre d'affaires sur du e-commerce. Et on leur a dit, sans leur mentir, bah, ce qu'on fait aujourd'hui, on est peut-être en train de sauver un point, un demi-point, effectivement, du chiffre d'affaires de la société. Voilà un petit peu comment je pourrais résumer autour du management ce qu'on a pu faire pendant cette période difficile. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup Stéphane. Je n'ai pas envie de commenter sur ce propos qui est à la fois très, très sincère, simple, solide. Et je pense que les personnes qui écoutent ce webinaire ont aussi leur propre expérience et ça résonne. Donc, je vais passer tout de suite la parole au témoignage suivant et je prendrai ensuite un peu de temps pour les questions. Vincent, Pierre, je ne sais pas qui Oui. d'entre vous souhaite commencer? C'est Vincent. Voilà. Alors Vincent, peut-être présente-toi parce qu'on ne te voit pas. Hein. Je sais Oui. qu'il y a un petit souci technique d'image. Le lien vidéo ne fonctionne pas. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui. Parle bien près du micro, on t'entend. C'est un peu lointain. Vous m'entendez bien? Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, désolé encore pour le lien vidéo, mais l'important c'est le témoignage. Donc moi je suis le directeur de la plateforme de Crépy-en-Valois. Et donc comme l'a indiqué Philippe en introduction, on a été le premier cluster en France. Donc concerné très tôt, puisque malheureusement le 26 février dernier, on a eu le décès d'un enseignant qui était enseignant au collège de Crépy-en-Valois et qui a donc été le début du Covid. Donc nous, on a connu en fait cette crise environ 15 jours avant tout le monde, il y a eu une fermeture des écoles à Crépy-en-Valois dès le 2 mars, donc quelques jours après le décès, et un confinement local très très rapide aussi. Donc nous, on a été plongé dans cette crise très tôt et on a dû adapter au fur et à mesure parce que à l'époque aussi, il y avait peu de recommandations gouvernementales. Hein. Donc on a un peu, je dirais, anticipé cette crise. Donc sur Crépy, ce qu'on a fait nous très tôt, et au niveau d'FM en général, on a décidé de mettre en place la prise de température à l'entrée du site, hein, à la fois pour les chauffeurs et tous les piétons et visiteurs entrant sur le site. Donc ça a eu un effet quand même aussi de rassurer les salariés. Et aussi pour nous de mettre un premier filtre. Donc ça, on l'a fait très tôt, dès le 3 mars. Alors suite à la fermeture, bien sûr, des écoles sur Crépy, beaucoup de nos salariés sont du bassin. Hein. Donc on a eu entre 15 et 20% d'absentéisme la première quinzaine de mars. Donc on a été assez impacté. On a réussi sur la partie intérim, je dirais, à peu près à pourvoir nos besoins. Mais c'est vrai que sur les CDI, on a eu entre 15 et 20%, essentiellement pour des problèmes de garde d'enfants. Donc nous aussi, on a été confrontés à ce problème que beaucoup d'entreprises ont connu par la suite, mais nous, voilà, très tôt. Donc là, on s'est aussi, sur un plan social, on a mis en place un CSE extraordinaire hebdomadaire avec tous nos élus. On faisait un update avec eux de la situation. Et puis, le service RH, la RH du site, les tenait au courant, je dirais presque en live, dès l'instant que nous avions un salarié qui nous faisait part qu'il était absent pour maladie, sans savoir si, bien sûr, il était positif. Hein.
Nous les tenions au courant via un hangout interne. Donc, ils avaient l'info en live. Et ensuite, nous prenions des nouvelles du salarié directement à son domicile tous les jours pour suivre l'évolution de son état. Hein. Et ça, c'était en toute transparence transmis aux élus. Donc, nous, on a joué la carte de la transparence totale avec les élus. Et ça a été plutôt notre manière de fonctionner avec eux. Et ça a plutôt bien fonctionné. Sur la partie inquiétude des salariés, du management, donc je tiens à souligner ici que 100% de mon équipe management a été présente durant toute la crise, malgré les inquiétudes, puisque je crois que quelqu'un le disait, dans l'inquiétude, il n'y a pas de statut. Hein. On est tous inquiets, il n'y a plus de notion de statut, on est inquiet pour sa famille, moi aussi j'étais inquiet, puisque tous les soirs on rentrait de Crépy. Et quand vous dites, croyez-moi, début mars, dans votre famille, que vous travaillez à Crépy-en-Valois, bon, on vous dit, hein. Donc effectivement, cette inquiétude que nous avions tous de ramener le Covid à la maison, donc quasiment un sas de désinfection en revenant, voilà, on a suivi les précaux, hein, il faut tout de suite changer ses vêtements, se doucher, etc. Donc une forme de sas. Donc c'est vrai, beaucoup d'inquiétudes, quel que soit les salariés, je dirais. Après, au niveau de nos salariés, ils ont fait preuve de beaucoup de résilience. Alors, sur Crépy-en-Valois, on n'a pas eu trop le sujet de mais est-ce que finalement, dans mon métier, les produits que je traite pour nos clients, est-ce que ça a du sens dans cette crise, etc. Sachant qu'à Crépy-en-Valois, en fait, c'est une plateforme plutôt dédiée FMCG. Donc, la plupart de nos clients, dont Reckitt, bien sûr, sont sur des produits home care et pour certains personal care. Donc, en fait, voilà, des lingettes, de la javel, donc avec d'énormes demandes, comme vous le savez, dans le retail. Donc, ce débat-là, on l'a pas trop eu. On a réussi et tous, on a trouvé un sens et on a estimé qu'on avait et moi, c'est ce que j'ai dit, qu'on avait notre rôle à jouer pour pouvoir livrer la grande distrie et faire en sorte de remplir les rayons qu'on a tous vus à la télé vides, avec la panique. Et donc, Pierre en parlera, mais c'est vrai qu'il y a eu sur certains produits des envolées de sorties affolantes. Donc, voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai pas eu ce débat, puisque nous, voilà, tout le site a compris qu'il y avait un sens, on avait un rôle à jouer. Et sur ça a été plutôt, je dirais, une façon encore plus de se cristalliser ensemble. Au niveau des adaptations qu'on a pris très très vite aussi, on a bien sûr adapté tout ce qui était pause, distanciation. Nous, on l'a fait très tôt. On a séquencé les pauses, on a géré les flux in-out du personnel. Tout ça, on l'a fait dès la première quinzaine de mars. On a mis en place la désinfection de toutes les zones de contact pour chaque shift, sachant que sur Crépy-en-Valois, on a aussi une grosse activité co-packing, donc avec plutôt des postes techniques, des gens postés, avec des points de contact très répétitifs. Donc ça, ils étaient désinfectés à chaque shift. Et on a aussi intensifié, bien sûr, tout ce qui était désinfection des locaux sociaux. On a aussi fait une désinfection complète du site, un week-end, pour à la fois anticiper et aussi pour rassurer tout le monde, puisque c'est vrai que le personnel souhaitait une désinfection totale du site, donc on l'a faite très tôt aussi. Et ensuite, on a entretenu ces points de contact, puisque ça, il faut les entretenir tous les jours. Nos clients nous ont aidés, je tiens aussi à le souligner, on a eu beaucoup d'aide et de dons de la part de nos clients, ils nous ont donné voilà, des lingettes, du désinfectant, du gel hydroalcoolique, des masques. Donc c'est vrai qu'on a eu un vrai partenariat avec nos clients qui nous ont fait don de tout ce qui pouvait nous servir de manière très naturelle. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi parce qu'on a pu être équipés très tôt. Vous savez qu'il y avait certains types de marchandises qui étaient rares sur le marché. Donc, ce que j'en ressors sur un plan management et humain, c'est que effectivement, je crois que quelqu'un l'a dit, on a senti une évolution dans la façon de travailler ensemble.
à la fois, je dirais, avec les salariés, les équipes, les élus, et aussi avec nos clients des deux côtés. Et je pense que chez FM, on a aussi pu bien traverser cette crise parce que on a une culture sociale qui est très familiale, un management de proximité avec, c'est vrai, souvent une forte ancienneté. Donc ça a joué dans le climat social qu'il reste stable, serein, constructif. Il faut aussi beaucoup de confiance, je pense. Il faut que les élus, les salariés aient confiance dans ce qu'on leur dit. Donc encore une fois, je pense qu'il faut jouer la transparence totale, ne rien chercher à cacher, même si on peut se dire mince, ça pourrait faire paniquer. Il faut tout dire à mon sens. Et ensuite, on a organisé aussi, à chaque fois que possible, on a adapté les horaires par rapport à des problèmes de garde d'enfants. Enfin, on a fait tout ce qui était possible. On a bien sûr aussi actionné le télétravail très tôt, début mars, dès le 3 mars. On a actionné donc le télétravail à tous les postes éligibles. Et on s'est aperçu, comme beaucoup d'entreprises, que en fait, que ça fonctionnait plutôt bien le télétravail. Et ça nous a permis aussi de continuer notre business et nos prestations en mettant en sécurité un certain nombre de personnels, puisque le problème aussi sur le site, il y a à peu près 750 ETP qui travaillent sur ce site, c'est le nombre de personnes à l'instant T. Donc effectivement, on a dû aussi gérer ça. Donc le télétravail a bien fonctionné. On a prêté des ordinateurs portables à des salariés qui n'étaient pas équipés. Voilà, on a tout fait pour qu'ils soient en télétravail. Même des gens qui n'avaient jamais fait de télétravail, on se sont mis à faire du télétravail. Et pour certains, ils sont toujours en télétravail, ou partiel ou total. Progressivement, alors je dirais que nous, le décalage qu'on a connu de démarrer plus tôt, je dirais qu'on est revenu à une stabilité un peu plus tôt, peut-être que le reste de la France. En fait, on a gardé nos 15 jours, 3 semaines de décalage dans cette crise, puisqu'on a un peu connu tout avant les autres. Donc, on est revenu sur une stabilité, oui, je dirais 15 jours, 3 semaines avant peut-être le reste de la France. Voilà. Et après, sur la dernière partie, je laisserai ensuite la parole à Pierre, sur la partie avec nos clients, ça a aussi, comme je disais, changé complètement la relation, parce que en temps de crise, ça peut pas être la même relation que quand on est dans la vie quotidienne. Et voilà, donc effectivement, on a géré cette crise avec nos clients qui nous ont aidés, on faisait des points quotidiens et ensuite on a adapté les flux avec eux en fonction de la priorisation qu'ils souhaitaient. Mais globalement, tous nos clients ont priorisé les livraisons vers la retail, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour mettre à disposition des consommateurs les produits nécessaires et plutôt ralenti le flux co-packing, co-manufacturing. Et si je devais résumer l'évolution de cette relation, je dirais peut-être que pour moi, nous sommes passés d'une relation de prestataire à partenaire. Et c'est pas que des mots. Et aujourd'hui, oui, ça. Je pense que on sait tous quand on traverse une difficulté ensemble, ça crée des liens et qui n'existaient pas forcément avant. Et c'est la même chose avec les salariés, les élus. Encore une fois, on a créé des choses à travers cette crise qui, je pense, vont perdurer. Il y a des choses aussi dans les pratiques qu'il faudra, comme tout le monde, regarder, faire un postulat. Je pense que beaucoup d'entre nous vont changer aussi le regard sur le télétravail, etc. Et voilà, je pense qu'on a aussi beaucoup appris à travers cette crise. Voilà, encore une fois, à Crépy, on a été sous le feu très tôt, mais finalement, on n'a jamais cessé nos activités. On a servi tous nos clients et on n'a jamais eu de rupture de charge. Donc finalement, on arrive à traverser cette crise. Je ne dirais pas que c'était facile, mais en tout cas, on en tire, je pense. Il faut en tout cas en tirer les enseignements. Il y a beaucoup de choses à en tirer. C'est mon avis. Voilà, je laisse. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai pas consommé trop de temps à mon client.
je vais essayer de rattraper. Merci Vincent. Pierre de Saint-Christophe, je suis directeur logistique pour Reckitt Benckiser France et Benelux pour Hygiene Home. Donc, je vais essayer de reprendre des éléments qui n'ont pas été pris par Vincent, mais quand on s'est retrouvé à apprendre aux news effectivement que il y avait un mort à Crépy, forcément on a été extrêmement choqués en interne, extrêmement choqués d'abord parce que voilà, de par la situation et aussi de par la situation de l'entrepôt, en se disant que notre partenaire, notre 3PL, allait être fortement impacté et que son personnel était aussi en danger. Et du coup, quelque part, ça nous a très fortement choqués. On avait, comme le disait Stéphane, en fait, on sentait clairement que toute cette situation allait arriver. Et en amont, avec notre comité de direction, on avait déjà discuté de comment on allait s'aménager. Et côté supply, on avait déjà envoyé toute l'équipe, enfin, j'avais décidé d'envoyer toute l'équipe en télétravail une semaine avant le confinement pour faire des tests, voir si ça fonctionnait, si on était capable de réagir. Et en fait, on s'est rendu compte avec presque ma surprise que ça fonctionnait très bien pour toutes les équipes, avec tous les outils, tous les systèmes, et ce qui était une assez bonne nouvelle puisque dès la semaine suivante, on s'est retrouvés tous confinés. Et face à cette situation, on s'est vite demandé comment on allait pouvoir travailler, sachant que on s'est retrouvé, donc Reckitt Benckiser fait des produits de désinfection, des lingettes, des produits désinfectants pour la maison, Javel et tout ça. Donc forcément, peut-être qu'on n'a pas eu des besoins et des demandes de consommateurs qui sont montés au niveau des pâtes et de la farine, mais on peut dire que c'était pas loin. Et on a senti un vrai besoin de faire en sorte qu'on puisse livrer des consommateurs qui sont extrêmement inquiets par cette situation et qu'on doive mettre à disposition ces produits. Donc on s'est retrouvé en très peu de jours avec des volumes astronomiques à livrer, des tensions usines assez fortes et forcément aux frontières, et en même temps une situation où on savait que chez FM Crépy, ça allait être très compliqué forcément de par la situation et de par la gestion pour le personnel, l'inquiétude et l'absentisme qui allait arriver. Donc on s'est mis très vite en contact avec Vincent. Et en fait, on a mis un mode de fonctionnement qui était très resserré. Donc on s'appelait tous les matins vers 8h, 8h30 avec Vincent, savoir un peu comment allaient leurs équipes sur le terrain, les gens. Est-ce que il y avait eu des cas nouveaux? Quels étaient ce qui avait été mis en place chez eux en termes de sécurité pour assurer la sécurité du personnel? Vincent parlait avec la prise de température, les chauffeurs, toutes les personnes qui allaient rentrer sur le site. Et aussi pour nous, cascader ça à tous nos partenaires, donc tous nos chauffeurs, toutes les personnes qui devaient venir sur site, bien sûr, d'en faire venir le moins possible, prendre des mesures de sécurité extrêmes. Et ensuite, discuter avec eux sur quels étaient les besoins de FM. Donc, Vincent en a parlé, hein, un absentéisme énorme et en même temps des consommateurs qui attendent d'avoir chez eux des lingettes, des produits Javel en grande urgence. Et malheureusement, face à ces volumes qui sont x2, x3 avec moins de personnel, on ne s'est pas livré. Donc, comment on fait? Donc, Vincent nous a dit comment vous pouvez aménager les opérations. Donc là, on s'est mis à discuter avec nos clients en essayant de voir si on pouvait simplifier les opérations. Donc, expédier plus de palettes complètes, expédier moins de colis picking, moins de colis à la couche. Et d'ailleurs, on a eu un incroyable travail avec nos clients qui ont été assez à l'écoute de ça et qui nous ont permis de faire ces simplifications d'opérations pour avoir le plus de produits en rayon. Et je les remercie pour ça parce que je sais que c'est dans ces situations, on en a vraiment besoin. Derrière aussi, on n'avait pas assez de capacité pour livrer, donc on a dû rationaliser nos gammes et faire en sorte qu'on ait le moins de produits possible à produire pour sortir encore plus dans nos usines et mettre encore plus à disposition de nos clients. En termes de safety, on en parlait, mais Vincent disait que on a beaucoup d'activités de co-packing, on le sait, dans la grande distribution, avec beaucoup de PLV à livrer, beaucoup de produits et de meubles. Et en fait, c'est dans un entrepôt, les gens travaillent très proches, donc les distances de sécurité sont difficiles à faire respecter. Il y a beaucoup de personnel. Et malheureusement, on sait que c'est un business très important. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rediscuté avec nos clients pour essayer d'arrêter cette activité de co-packing. Donc, c'est assez compliqué, mais
On a aussi eu des clients qui ont été assez compréhensifs et qui nous ont autorisé à ne plus livrer ces PLV, mais livrer des cartons à la place pour que dans les magasins, on n'ait pas de promotion, mais on ait des produits simplement, quoi. Donc, que les gens puissent acheter des lingettes, encore une fois, ou des produits désinfectants plutôt que d'avoir des belles promotions. Et ça nous a beaucoup aidé aussi pour soulager le personnel côté FM, quelque part. En termes de gestion humaine, en France, comment on a géré ça? On avait donc le point avec FM tous les matins, savoir comment allaient les people, comment allaient fonctionner les opérations et quelle était la nouvelle situation du jour par rapport à la veille en termes de complexité. Qu'est-ce que FM attendait de RB en termes d'aménagement supplémentaire, de charge de travail, de support potentiel avec des masques ou avec des produits ou dans la gestion des équipes. Et dans la foulée, on avait un comité de direction à 8h30 pour partager aussi tout ce que vous avez dû faire dans vos entreprises, j'imagine, mais comment vont les people, est-ce qu'on a des cas détectés, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner en télétravail, des écrans, pas mal de choses à domicile. Et moi, pour relayer finalement tout ce qui se passe dans le cœur du réacteur chez FM et comment on doit aménager nos opérations pour faire en sorte qu'on prenne soin des gens et en même temps qu'on arrive à assurer nos livraisons. Voilà. Et puis après, dans la foulée, la même chose avec mon équipe, mes managers directs qui, eux, cascadaient à leurs propres équipes. Comme ça, on était sûr qu'il y avait un vrai suivi de des gens. Et derrière, on sait que récupérer aussi toutes les informations le matin sur comment vont les personnes, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour les aménager dans leur charge de travail et dans leur gestion familiale, parce qu'on sait qu'il y avait aussi des familles à gérer, même quand on était en télétravail. Donc voilà. Donc un très fort lien avec notre entrepôt au quotidien, qui forcément était dans le cœur du réacteur. Un très fort lien en interne avec nos équipes parce que des personnes qui sont engagées à un nombre d'heures significatif pour pouvoir avoir des produits dans nos magasins et les produits les plus essentiels et couper ceux qui étaient moins essentiels. On arrête de faire du chiffre sur des produits moins essentiels et on met les produits essentiels à disposition. Et un très gros effort avec nos clients qui nous ont aidés. Je l'ai déjà dit, mais en faisant pas mal d'aménagements sur nos livraisons et nous aussi en les aidant, en les livrant le samedi avec des entrepôts déportés parce qu'il y avait aussi des problèmes forcément de flux, de déchargement, de contraintes de transport, ce qui est assez évident. Voilà ce que je retiens de cette situation, c'est que situation assez exceptionnelle bien sûr, et en même temps un gros apprentissage sur à quel point on peut travailler avec un partenaire dont on est client, mais je pense qu'effectivement là, on est revenu à des situations où c'était comment on peut s'aider tous jusqu'au bout pour faire en sorte qu'on fasse le mieux notre job et de façon la plus responsable et sécuritaire pour tout le monde. Voilà. Donc à la fois avec notre prestataire et à la fois vis-à-vis de nos clients. Donc je trouve que on sortira de cette crise assez renforcée, je pense, en termes de comment on veut travailler à l'avenir, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble de façon responsable et qu'est-ce qu'on veut construire pour le futur de façon plus structurée, responsable et humaine parfois que ce qu'on peut faire dans le passé. Voilà. Merci beaucoup Pierre, merci Vincent. J'aime beaucoup ta phrase Pierre de retour aux fondamentaux, livrer des produits plutôt que des PLV. Effectivement, ça a été une expérience riche. Et puis, moi, je voulais remercier aussi FM d'avoir partagé les bonnes pratiques parce que FM, en étant sur le site de Crépy en Valois, j'ai vu beaucoup d'échanges au sein de l'ASLOG, de partage de bonnes pratiques, comment est-ce que je prends soin du personnel, des entrepôts, quelles mesures on peut mettre en place, etc. Parce que tout était nouveau et je sais que c'était très intéressant. En tout cas, il y a eu deux choses à l'ASLOG que l'on aime beaucoup et que l'on a vu, le partage de bonnes pratiques entre patrons logistiques pour savoir comment réagir dans une situation nouvelle. Ça, on l'a vu, et notamment contribution d'FM et d'autres, mais je me rappelle de ces contributions. Et puis, la deuxième chose, on croit énormément au partenariat client-fournisseur, sortir d'une guéguerre de prix qui mène nulle part pour construire autre chose. Je pense qu'il restera quelque chose de votre expérience. Alexandre, tu as une double mission.
rattraper le temps. Non, non. J'écourterai la question de la session de questions-réponses, mais du coup, si je peux te demander de compacter en 10 minutes, tu es seul, si c'est possible, comme ça, on a 5 minutes pour les questions-réponses à la fin, que j'accélérerai un petit peu. Ça marche, je prends le défi. Bon, Bien. merci. Bonjour à tous. Donc, Alexandre, moi je travaille pour La Poste. Je suis représentant d'une unité d'affaires qui s'appelle Solutions Logistique et Transport. Et donc, pour le compte de La Poste, dans les nouveaux services facteurs, je crée avec une équipe, bien sûr, des nouvelles gammes, des nouvelles solutions, beaucoup tournées autour du portage, de la logistique et du transport. Beaucoup de sujets autour de la logistique urbaine et des services de proximité. Alors, bien sûr, comme tout le monde, au début de cette crise, et je suis un peu d'accord avec Stéphane, au début de cette crise, la crise n'étant pas ciblée au 17 mars, hein, la crise a commencé avant le 17 mars, on a eu dès le début des travaux pour aménager une grosse partie des solutions qui sont offertes à nos clients au jour le jour. Mais quand même, on a été très, très surpris de l'ampleur que ça a pris, notamment sur un périmètre comme le territoire national, où du jour au lendemain, des activités complètes se sont arrêtées. Je vous donne un exemple. Alors, avec le recul, ça paraît évident que ça allait s'arrêter, mais quand vous avez de la collecte ou de la remise de courrier dans les entreprises, vous savez, le postier qui amène à certaines heures les bacs de courrier, qui vient les rechercher le soir pour tout le courrier qu'émet une entreprise, si l'entreprise est fermée, d'un seul coup, toute l'activité s'arrête, doit être réorganisée. Et à l'inverse, on a vu, après quelques jours de confinement, des pans entiers de l'activité qui ont explosé sur d'autres sujets. Je pense au colis notamment, avec des reports de canaux de vente évidents. Par exemple, quand les points relais, les relais colis, qui sont beaucoup de commerces de proximité ferment, tout ce que vous commandez sur Internet finit par être livré à domicile et devient un volume très très important. On a passé l'équivalent d'une peak période de Noël, mais sans préparation. C'est l'époque de l'année où normalement on nettoie les machines. Et ben là, d'un seul coup, on s'est retrouvé en peak période à plus de 2 millions de colis par jour, alors que d'habitude on met 6 mois à se préparer, caler les ressources, etc. Alors bien sûr, comme pour toutes vos organisations, j'imagine, d'un point de vue métier, terrain, accompagnement, c'est pas mon rôle premier, hein, mais j'en parle avec beaucoup d'humilité vis-à-vis de mes collègues qui l'ont organisé. Il y a eu quelques jours de calage, de mise en place des mesures barrières, de la distanciation. Pierre le disait, c'est pas toujours évident dans un entrepôt où il y a beaucoup de personnel, dans un établissement postal. Ça grouille, hein, c'est plein de vie, ça bouge dans tous les sens, il y a des flux, et donc être capable de maintenir la distanciation est compliqué. Et du coup, on s'est retrouvé assez vite avec un courrier qui fléchissait plus vite qu'à l'accoutumée, du colis qui augmentait plus vite qu'à l'accoutumée, avec des choix à faire, assez difficiles d'ailleurs, de maintien ou de suspension de certaines activités. Et des choix difficiles. Je vous donne un exemple. On a des activités de portage de repas pour des seniors qui sont abonnés à un repas que leur facteur, leur factrice leur amène tous les jours, et que le facteur, la factrice met dans le frigo, donc rentre dans le domicile, met le repas frais dans le frigo, récupère l'ancien repas périmé s'il n'a pas été consommé, et a une activité qu'on appelle de veille sociale. Alors, sur un PowerPoint, c'est pas très sexy. Par contre, quand ça se vit au quotidien, c'est le même facteur, la même factrice tous les jours. Et quand on parle de veille sociale, c'est que on s'enquiert de la santé de la personne qu'on vient visiter et on fait un petit message à la personne proche qui suit avec nous cette personne. Et bien, quand on est en période de confinement, plus de veille sociale, on rentre plus dans les domiciles, on ne met plus les repas dans le frigo, mesures barrières oblige, bien sûr pour protéger la personne qu'on vient visiter, mais également l'agent, le postier qui est en travail intérieur et extérieur toute la journée. Et ça a été un vrai crève-cœur pour la plupart des postiers qui portent les repas, de s'assurer que le repas qui a été posé devant avec une distance d'1 mètre, une fois qu'on avait toqué, soit bien mis dans le frigo. Imaginez pour ceux qui ont fait de ce métier une vocation comme c'est difficile. Alors je vous le disais, on a des pans entiers qui se sont arrêtés de manière
abrupte, même si pour beaucoup on l'avait déjà anticipé. Mais très très vite, on a vu naître un besoin de poste. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, le gouvernement a rappelé que la Poste était une organisation d'intérêt vital, ce qui a aussi énormément motivé les postières et les postiers qui pouvaient travailler avec nous, parce que comme partout, beaucoup étaient simplement soit confinés, soit en arrêt maladie parce que malheureusement eux-mêmes touchés, ou alors simplement à la maison pour garder les enfants, hein, puisque quand les écoles s'arrêtent, c'est également compliqué pour toutes les personnes qui ont des jeunes enfants. Tout le monde ne peut pas télétravailler. Et du coup, on a senti avec cette définition assez claire de nos priorités, une vraie vocation des équipes sur le terrain, de leurs managers sur le terrain, des partenaires sociaux pour créer tout un tas de services. Et Dieu sait que c'était pas le moment d'être dans l'innovation. C'était pas le moment quand les opérations coulent, quand vous avez du retard sur les colis qui rentrent, quand les directeurs d'entrepôt flashent les colis à l'entrée pour être sûr de ne pas générer trop de stock et trop d'attentes à la sortie. Et pourtant, ils ont trouvé avec nous le temps nécessaire pour innover sur tout un tas de choses. Alors, je peux vous donner des exemples. On a parlé du portage de repas. Bien sûr, on a adapté cette notion-là hein, au plus fort de la crise de manière assez rapide. On est passé à plus de 3000 repas portés par jour et d'autres collectivités nous ont sollicité. Mais on a fait également du portage de courses. Alors, le portage de courses, pour beaucoup, ça va vous faire sourire si vous vous faites livrer vos courses. Mais imaginez le portage de courses en produits frais, donc la gestion de la température dirigée dans une chaîne sécurisée avec de la qualité, parce que c'est pas parce qu'on fait vite qu'on peut bypasser les règles de la chaîne du froid. Faire rentrer dans la Poste en pleine crise la gestion de la chaîne du froid était une vraie gageure et qui a été embarquée avec une motivation que j'ai trouvée incroyable. Des CHSCT qui nous aidaient à trouver les bonnes solutions, même les bons messages pour passer la formation aux agents. C'était une époque un peu particulière. À côté de ça, tout ce que je vous dis là était très très opérationnel, très physique. C'était pas de l'intelligence artificielle, c'était pas du big data, c'était pas de l'objet connecté comme on aime bien dans notre métier, toucher ou regarder un peu ce qui se fait. Pour autant, il y a eu d'autres activités sur lesquelles la Poste a été très sollicitée. Je pense à la continuité pédagogique. Notamment pour tous les élèves qui, sans école, n'avaient plus de contact avec leurs professeurs parce que pas forcément équipés de devices informatiques, ni PC, ni tablette, ni Wi-Fi à la maison. Et donc, on a fait, avec le ministère de l'Éducation, 2 qui vont rester, je pense, dans l'histoire de notre unité d'affaires pour être développées. D'abord, on a accompagné les écoles, les collèges qui, dans leur salle informatique, avaient du matériel qu'ils étaient prêts à prêter à leurs élèves le temps de la crise. Et donc, il a fallu préparer les colis, les acheminer, tout ça en mesure barrière, sans contre-signature, hein, donc du matériel qui a beaucoup de valeur et pour lequel vous n'avez que la parole du facteur qui vous dit qu'il a bien livré parce qu'on ne fait plus signer sur le smartphone. Ça a l'air de rien, mais pour certains produits, c'est compliqué. Et puis, une deuxième étape qui a été cruciale également pour garder le lien entre les professeurs et les élèves, d'une plateforme qu'on a créée avec nos collègues de DocaPost, qui permettait aux professeurs non seulement de préparer les travaux demandés aux élèves de manière numérique pour aller sur ce qu'ils faisaient pour les élèves équipés. Cette plateforme imprimait les devoirs, imprimait les leçons, les envoyait aux familles par la poste pour que les élèves puissent en bénéficier, avec une enveloppe retour qui permettait à l'élève de faire son travail, de renvoyer sur la plateforme, et tous les devoirs étaient numérisés pour que les profs puissent y avoir accès de manière numérique, et donc faire en sorte de créer le lien entre des acteurs de la pédagogie qui n'étaient plus liés par le confinement. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne maintenant? Vous imaginez bien qu'une grosse partie de notre activité en ce moment, c'est du portage de masques de pays. On l'a monté par exemple pour plus de 200 collectivités qui ont reçu des masques, soit par l'État, soit par leur région, par leur département. Et ces masques-là, il faut pouvoir les acheminer, les distribuer à domicile. Alors, beaucoup au départ, c'était pour les personnes les plus fragiles, mais c'est difficile de les identifier. On n'a pas toujours dans une mairie, dans une collectivité, une liste complète des gens. Donc, être capable de cibler des boîtes aux lettres ou alors de disperser toute boîte aux lettres des masques.
On a plus de 200 collectivités qui ont été accompagnées, plus de 50 000 entreprises également qui ont été accompagnées pour réceptionner des masques pour protéger leurs salariés. À un moment où il était extrêmement difficile d'en avoir. Alors aujourd'hui, c'est presque un produit basique, il y en a partout, dans tous les rayons, et c'est beaucoup moins difficile. Hein, le canal maintenant est bien réveillé, mais c'est des activités qui ont occupé, occupent encore beaucoup nos équipes. Alors, un des points qui a sans doute pris le plus de temps, c'était le mariage du numérique et du monde physique. Parce que quand on a voulu porter des courses et donc proposer aux commerçants, aux bouchers, aux charcutiers, aux fromagers, commerçants de quartier, de centre-ville qui ne voyaient plus personne, mais qui lui était un commerce essentiel, donc pouvait continuer à ouvrir. Quand on leur a proposé de porter des courses, on a très vite vu qu'il fallait les accompagner, comment on sollicite une prestation de collecte, comment on fait le lien avec le destinataire. Et donc, on avait une activité avec une filiale qui s'appelle Ma Ville, Mon Shopping, qui est une plateforme numérique qui permet aux commerçants de mettre en ligne leurs produits et de créer un lien sur leur territoire. On a créé avec Ma Ville, Mon Shopping une offre qui permettait de plugger les clics des consommateurs vers une livraison La Poste, alors une livraison Stewart à vélo, une livraison Facteur le lendemain matin, bref, tout un tas de processus. Il y a plus de 3000 commerçants qui se sont inscrits, qui ont mis en ligne leurs produits, leurs marchandises, qui animent un site avec plus de 60 000 clics hebdomadaires au plus fort de la crise. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on aurait mis sans doute plusieurs semaines, plusieurs mois à sortir, à travailler, à peaufiner pour qu'ils soient parfaits. C'est vrai que certains n'étaient pas complètement parfaits. C'est vrai que nos services clients ont été beaucoup sollicités pour corriger les petites erreurs, etc. Mais au moins, les services ont été mis en place à un moment où ils étaient particulièrement attendus. Et je pense qu'avec le recul, on aurait même pu sans doute aller encore plus loin, quitte à faire de la pub pour dire que ça existe, parce que le lien de communication a été difficile à avoir à ce moment-là. Surtout qu'on a fait des tas de choses dans des projets qu'on va dire citoyens. On dirait pas forcément plus, c'est pas tellement le sujet, mais l'objectif de tout ça n'était pas tellement la conquête, mais plutôt d'accompagner la vocation des postières et des postiers dans une vocation de service de proximité vers les personnes qui en avaient besoin. Donc voilà, c'était un élément fort pour nous, dont on pense qu'il va rester beaucoup de choses. Ça nous donne aussi des méthodes de travail qui sont très différentes avec nos partenaires pour créer des offres. Et c'est pour ça que quand on en a parlé avec Philippe, on a pensé il y a quelques jours que ça méritait d'être partagé, en tout cas de le challenger avec vous, professionnels de la profession, comme on dit, pour vous dire tout ce qu'on avait pu faire pour que ça fonctionne quand même. Merci beaucoup, Alexandre. J'aime bien ta phrase. On aurait pu en faire de la pub. Je trouve que ce qui se dégage de ton témoignage, mais de tous les témoignages, c'est énormément d'humilité. Et du coup, je trouve que ces témoignages prennent tout leur sens parce que ce qui a été réalisé est tout à fait remarquable. Et moi, à titre personnel, je suis toujours épaté de voir la transformation de la Poste. Parce que c'est une vieille entreprise française, grande entreprise française. Alors, on peut l'imaginer un peu administration, etc. Et quand je vois la vitesse à laquelle elle se mobilise de manière aussi adaptée, c'est tout à fait remarquable. Il me reste 2 minutes pour clore ce webinaire. Alors, j'ai quelques questions. Je suis désolé de ne pas prendre toutes les questions. Ce que j'invite les personnes qui ont posé des questions sur les PCA, je vois des plans de continuité, est-ce qu'ils ont été utilisés, pas utilisés, etc. Je vois pas mal de questions, je trouve ça intéressant. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout traiter. Ce que je vous invite à faire, c'est via l'ASLog, bien sûr, on reste en contact. C'est l'objectif de l'ASLog, de mettre les gens en réseau. Deuxièmement, les personnes qui se sont exprimées, vous avez leur nom, donc vous pouvez les connecter sur LinkedIn et puis continuer ces échanges parce que c'est très riche en fait. Vous apprendrez les uns des autres. Moi, ce que j'ai envie de faire juste, c'est un rapide tour de table, mais vraiment en un mot, 3 max. Voilà, vous avez eu des défis, vous avez mobilisé des choses. Qu'est-ce que vous allez faire différemment maintenant? Est-ce que de cette période, vous allez en retirer quelque chose?
Est-ce que vous êtes passé à travers quelque chose qui fait que maintenant votre pratique sera différente? Allez-y, il n'y a pas d'ordre. Le premier shoot et puis les suivants suivent. Qu'est-ce que vous allez faire différemment à partir de maintenant et de cette expérience? C'est une bonne question. Je pense qu'on va faire plein de choses différemment. Alors d'abord, on connaît maintenant beaucoup plus directement les collègues qui vont travailler. Bravo, parce que sinon… Et donc, je pense que c'est le lien qu'on va garder après cette époque. Merci Alexandre, merci. Moi, j'aurais dû en dire plus. Je sais. Allez, allez-y. Moi, c'est travailler, je l'ai dit, mais travailler en partenariat, encore plus que ce que ça a été dans le passé. Et voilà, et dans une relation qui sera beaucoup plus de confiance et tournée vers l'avenir. Voilà. Merci Pierre. Pour ma part, moi, ce que je pourrais répondre, effectivement, c'est qu'on a eu une liberté totale et puis on a beaucoup improvisé pour se mettre en place. C'est peut-être qu'à un moment donné, il faudra matérialiser tout ça pour la suite, quoi. Voilà, si ça devait revenir ou d'autres événements. Voilà, on aura déjà des réflexes qui seront déjà inscrits, quoi. Bon, je pense qu'il y a des bonnes bases. Merci beaucoup Didier. Merci. Stéphane, tu veux… Moi, peut-être au risque de noter un petit peu, mais comme ça, non, il ne vient pas de choses qu'on va vraiment faire différemment, puisque il m'a semblé que c'était finalement avec l'équipe assez naturel, enfin, par rapport à la crise, hein, bien sûr, on est d'accord, mais en tout cas, ça va nous renforcer, je pense, dans certaines convictions autour du climat social, autour des liens hiérarchiques, autour du courage, autour des actions. C'est-à-dire que voilà, il faut agir, pas discuter trop longtemps, agir. Et voilà, donc ça va plutôt à titre personnel, me renforcer en tant qu'opérationnel. Hein. Je pense que cette crise du Covid, c'était surtout une affaire d'opérationnel, du coup, parce qu'il fallait venir travailler alors que on voyait la télé, on nous disait de rester chez nous. Donc, voilà ce que je peux dire. Moi, ce que je retiens de ton intervention tout à l'heure, tu as dit le chef n'est pas toujours super malin, mais il est courageux. Et donc, je pense que c'est les tripes, en fait, qui va rester de tout ça. C'est comment… Les tripes et l'intuition. Hein. Ouais, c'est parce qu'on voit quand même beaucoup de chefs qui font l'inverse, qui font les malins, mais qui ne sont pas très courageux. Donc, moi, on n'est pas très malin, on a essayé d'être courageux et tous à notre niveau. Non, mais c'est dit avec beaucoup d'humilité, mais moi, je trouve ça très malin, ce que tu as dit. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Vincent, le mot de la fin? Oui. Deux choses essentielles pour moi. D'une part, Pierre l'a dit, un changement dans une évolution dans la relation avec nos clients. Et sur la partie interne, alors, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense aussi que cette crise va nous permettre de valoriser notre métier, oui, les métiers de la supply chain, parce que ça les a remis un peu au devant de la scène. On s'est aperçu que ça servait à quelque chose. Et je pense que oui, je pense que nos métiers seront mieux connus, mieux valorisés après cette crise et aussi permettre et donner envie à des jeunes de faire ce métier. Voilà, je pense que nos métiers seront désormais ont été mis en avant, plus connus, faire connaître les métiers de la supply chain. Voilà. Je pense que ça va changer. Oui, mais je suis d'accord. C'est vrai que enfin, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait avec vos équipes et je pense que on peut dégager une vraie fierté de ces métiers supply chain et que ce sera très porteur pour tous. Ouais. Je pense. Ouais. Vincent, merci beaucoup. Bon, c'est un peu la règle du jeu. On se donne un temps et on s'arrête, mais bon, c'est une ouverture. Moi, j'aimerais poursuivre cette discussion avec vous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour la sincérité, la simplicité,
la vérité de vos échanges. Et puis, bon, bah, on verra quelle suite on donne à ces webinaires, mais je vous invite, pour ceux qui ont suivi, sans pouvoir prendre la parole, c'est la limite de la technique, en tout cas, de poursuivre ces échanges. Nous sommes tous à disposition et on fait partie maintenant d'une communauté supply chain qui est bien connectée. Merci infiniment à tous. Très bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bye. Ouais. Attendez, il faut que je mette fin au webinaire parce que c'est terminé. Quitter tout. Hop.